Bonjour Catherine Lacour-Gonnet. On vous remercie encore au nom de l'APSIEN et de tous ses adhérents et adhérentes d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour ce webinaire qui porte sur les impacts de la crise sanitaire, du confinement et déconfinement sur les adolescents et adolescentes et leur lien à l'école. Nous sommes ravis que vous ayez pu nous consacrer ce temps et que vous puissiez éclairer, partager avec nous vos analyses, vos questionnements. Vous êtes pédopsychiatre, responsable du CESA, le centre d'évaluation et de soins pour adolescents. De soins pour adolescents, et vous siégez au conseil d'administration de la SFPEADA, la Société française de pédopsychiatrie, c'est ça? De psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et disciplines associées. C'est-à-dire qu'en notre sein, il y a aussi les disciplines associées, psychologues, psychomotriciens, infirmiers, voilà. D'accord. Et c'est au titre de votre charge, du fait que vous êtes chargé des partenariats, que vous avez répondu à notre invitation. On vous remercie encore. Chers collègues, je vous souhaite une journée d'échange, de partage. Cette intervention, je pense, va susciter des questions, va vous permettre de travailler, de réfléchir ensemble, d'inventer des dispositifs pour répondre au mieux aux questions, aux demandes et aux besoins que vous rencontrerez sur le terrain. Bon webinaire à tous et à toutes. Bonjour à tous. Voilà, j'ai été effectivement tout à fait flattée et ravie de l'invitation de Madame Amici à participer à votre journée de réflexion, à votre séminaire. Ce d'autant que du fait même de mon exercice, je m'intéresse au plus près à cette question du soin-étude, dans la mesure où je travaille donc au CESA, un centre qui est à la fois rattaché à l'hôpital public et à la Fondation Santé des étudiants de France, et donc où nous pratiquons un soin ambulatoire, institutionnel, pluridisciplinaire, donc auprès d'adolescents, collégiens, lycéens, qui peu ou prou expriment une psychopathologie dans leur scolarité. Et on va dire qu'à ce titre-là, nous sommes repérés dans le département de Seine-et-Marne, surtout comme spécialistes de la phobie scolaire, ou en tout cas c'est le cœur de notre métier d'avoir pas mal d'adolescents qui rentrent et qui sont étiquetés comme tels, si tant est que la phobie scolaire existe. Mais je crois que l'année dernière, vous avez eu le docteur Girardon qui vous a, de ce point de vue-là, éclairé sur les enjeux des étiquetages et des nosographies psychiatriques. Alors c'est vrai que j'ai été tout à fait intéressée par les questions que m'a relayées Madame Amici, voilà, de votre profession. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait pertinent que j'essaye d'apporter l'éclairage, alors qui ne sera jamais que celle de ma lanterne, c'est-à-dire encore une fois celle du pédopsychiatre. Et je dois dire que je parle en général plutôt des situations d'adolescents qui présentent une psychopathologie que des adolescents normaux que par essence je vois moins, même si j'ai une petite idée quand même de, disons, un éclairage de mon côté pédopsychiatre pour voir un petit peu comment les choses peuvent, pour aider à penser comment les choses ont pu ou peuvent s'organiser pour eux à l'aune de ce Covid. Dans mes échanges avec Madame Amici, on est parti d'abord de savoir qualifier ce qui nous était arrivé. Et je pense qu'on peut réellement dire que cette question du Covid et du confinement qui va avec en mars à la suite de l'intervention du président de la République, c'est vraiment un équivalent de traumatisme psychique qui est tombé dans le coin de la gueule, je dirais, aussi bien des adolescents que de leurs parents, mais aussi de tous les adultes que nous étions autour d'eux. C'est-à-dire en gros de tout leur entourage, hein, que ce soit les profs, les chefs d'établissement, les parents, la société civile, voilà. Donc pas seulement pour les adolescents.
si ce n'est que... Alors pourquoi traumatisme psychique? Parce que ça a été brutal, soudain, inattendu, on n'avait pas d'exemple d'une chose pareille, d'une pandémie, donc il n'y a pas de modèle à penser par rapport à ce qui nous arrivait. Voilà. Après, je pense qu'il n'en est pas de même pour les adolescents que pour les adultes, encore une fois, qui les entouraient. C'est-à-dire les adolescents ont pu penser les premiers jours que c'était une fête de plus avoir de scolarité et de plus être obligés de se rendre au collège, au lycée. En tout cas, j'en connais et j'en ai vu qui se réjouissaient de cette question de on est obligé de rester à la maison. Mais ça n'a pas duré très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une contrainte qui a fait que eh bien, ils ont été obligés d'être assignés à domicile dans des situations qui, comme souvent avec les enfants, n'avaient pas demandé. C'est-à-dire que obligés de rester en famille avec des parents dans des configurations qui parfois, enfin moi c'est ce que j'ai pu observer avec la patientèle que j'avais, mais étaient figées à l'instant T de l'annonce du confinement. C'est-à-dire que tel adolescent était avec tel parent de parents séparés, eh bien il n'allait pas forcément dans le domicile de l'autre parent parce qu'on entendait garder le lieu du confinement premier, et il a fallu là aussi revoir les choses après coup pour essayer de réfléchir, est-ce que c'était pas extrêmement légitime, et ça l'est évidemment que même avec des situations de garde alternée, l'enfant puisse bénéficier de garder un lien, y compris à travers le domicile qu'il avait avec chaque parent. Ces situations ont éminemment dépendu des situations sociales préexistantes, donc ça a été beaucoup relayé dans la presse, mais c'est vrai que c'est pas pareil d'être confiné voilà, à 10 dans un appartement sans jardin, sans terrasse, sans cour, et puis d'être voilà, avec une grande maison, un grand jardin où chacun a une pièce pour soi. Donc là aussi, il y a eu des considérations sociales, économiques bien différentes pour chacun. Moi, ce qui m'a frappée, en tout cas dans l'injonction qui a été faite du confinement, alors je parlerai plus volontiers des adolescents parce qu'encore une fois c'est le cœur de ma pratique, mais que ça a été comme si finalement on avait fait une injonction de, entre guillemets, phobie scolaire expérimentale à des ados qui ne l'étaient pas, et que finalement on a pu observer comment ils se sortaient de ces injonctions-là. C'est-à-dire on leur a demandé de rester à domicile, de ne plus être en lien avec leurs camarades, en lien réel avec leur présentiel, avec leurs camarades de classe, et d'avoir des cours à distance, en tout cas d'envisager l'enseignement à distance et de voir comment ils pouvaient s'en débrouiller. Une des questions de Madame Amici qui était intéressante, voilà, c'était de savoir, oui, comment est-ce qu'ils s'en étaient débrouillés de cette scolarité à distance. Et c'est vrai qu'en discutant toutes les deux, on s'est rendu compte que c'est pas possible de répondre à cette question sans imaginer. Bon, en fait, je reviens un peu sur ce que je veux dire. C'est la question de est-ce qu'il faut traiter cette question du Covid comme une question un peu surnaturelle, extraterrestre, avec des effets psy-Covid qui seraient un enseignement de cette crise, comme des symptômes qu'on n'aurait jamais pu repérer, quelque chose de nouveau. Et en vérité, on peut dire que non. Tous les symptômes qu'on a vus sont des choses qu'on connaissait très bien, simplement c'est comme s'il y avait une loupe, tout a été amplifié. En fait, aussi bien sur le plan des symptômes psy, c'est-à-dire il n'y a pas eu de nouveaux symptômes, mais les symptômes qu'on pouvait connaître ont été amplifiés, de même que dans les situations
sociales, les situations de précarité, les situations de maltraitance, elles étaient déjà repérées comme les situations de décrochage scolaire par exemple. C'est peut-être pas n'importe quel adolescent qui est passé en décrochage scolaire absolu. Il y avait des indices auparavant. C'est comme s'il y a une loupe qui a été mise aussi bien dans les liens sociaux que dans les enjeux de la scolarité, que dans les enjeux relationnels pour ces adolescents. Mais en revanche, c'est vrai que la situation a ceci d'exceptionnel qu'on demandait, entre guillemets, à des ados normaux de prendre des pantoufles de ceux que nous désignons ordinairement comme phobiques scolaires, dans une sorte de phobie scolaire secondaire. Donc on leur demandait, comme je vous le disais, de rester à la maison, d'avoir leurs cours à distance et de diminuer les relations qu'ils avaient avec leur alter ego, leur père. Et de ce côté-là, on a pu mesurer quelle adaptation ils pouvaient avoir à cette injonction-là. Et moi, je dirais que c'est presque inquiétant, en tout cas du côté des adolescents, quand ça s'est bien passé. C'est-à-dire, quelque part, un adolescent normal, la normalité d'un adolescent, eh c'est de pouvoir sortir de la maison, c'est de pouvoir rencontrer des camarades de son âge, d'avoir des liens relationnels, ne plus forcément passer toujours par le lien aux parents, et puis d'avoir une certaine appétence pour la scolarité, les apprentissages, ou en tout cas s'y investir, avoir quelque chose de personnel à investir dans la scolarité, mais dans ce qu'on demande comme être une démarche, c'est-à-dire d'aller à l'extérieur, d'être ce que nos professeurs disent le être élève, à être dans une classe, écouter les professeurs et montrer un intérêt par rapport à ce qu'ils essayent de vous apprendre. Et là, ces trois critères-là étaient complètement bouleversés. Et on a vu que ça pouvait être compliqué de pouvoir rester avec ses parents qui eux-mêmes étaient en télétravail, c'est-à-dire n'avaient pas forcément un temps à accorder à leur enfant, à leur adolescent. Donc là aussi, il y a eu un ajustement en permanence de la part de ces parents-là à trouver par rapport à leurs enfants, à leurs adolescents. Ils devaient prendre eux ce qu'ils ont pensé être prendre une casquette de professeur, ou en tout cas relayer cet enjeu de soutien pédagogique. La question de la relation au père, c'est-à-dire comment les adolescents pouvaient ou pas rester en lien avec leurs camarades, comment se faisaient ces liens, est-ce que c'était par les réseaux sociaux, et là aussi avec tous les dévoiements on sait que ça peut générer et là je pense particulièrement au harcèlement puisque on a ce focus de la scolarité, mais ça peut être quand les liens sont uniquement faits sur les réseaux sociaux, ça peut aussi être quelque chose qui est assez prégnant. Et puis l'enseignement à distance, et bien là ça a dépendu, alors là je vous parle du côté des adolescents, énormément des adolescents, de la qualité de l'investissement pédagogique des parents aussi, parce qu'il faut voir que chaque parent n'a pas le même rapport à la scolarité, et sans compter le temps qu'il pouvait passer avec chaque adolescent, et puis le lien préexistant aussi avec son adolescent, c'est-à-dire des liens un peu tendus avec l'adolescent n'étaient pas favorisés par ces échanges de as-tu fait tes devoirs, combien de temps est-ce que tu t'y consacres, enfin ça a pu aussi aboutir à des situations de crise qui étaient un petit peu compliquées. Et je dois dire que nous, donc on a respecté là aussi l'accueil lié au Covid en ne recevant plus en présentiel que les situations d'urgence. Mais en revanche, on a continué à répondre au téléphone à notre patientèle et puis à tous ceux qui appelaient finalement dans la structure. Et on s'est rendu compte que, bien, du côté en tout cas des parents, il y a eu beaucoup de questionnements plutôt autour de ce que j'appellerais de la guidance parentale, de savoir bien comment est-ce qu'on fait avec tel ado. Les parents nous rapportaient en général des observations un petit peu communes autour des rythmes dans la journée, donc des adolescents qui se couchaient enfin des enfants aussi, et des adolescents qui se couchaient de plus en plus tard, avec parfois une inversion nictémérale, donc en disant mais comment on fait avec cette question-là, vu qu'effectivement on est tous tout le temps à la maison, il n'y a plus vraiment de rythme de repas. Comment on fait par rapport aux investissements scolaires, nous on n'est pas forcément compétents.
voilà, quel est notre devoir de parents par rapport à la scolarité. Et puis il y a eu aussi une grosse question autour de la gestion des écrans. C'est-à-dire que comment on fait avec cet envahissement d'écran, il me dit qu'il doit avoir son écran pour travailler. Il y a eu beaucoup d'enseignements qui a été fait à distance via l'ENT, les classes virtuelles, enfin, et l'adolescent, voilà, disons, arguait de ce qu'il avait besoin de son écran et de l'informatique pour être branché tout le temps. Et au final, le parent constatait que bien, il ne maîtrisait plus du tout les temps d'ordinateur. Et c'est vrai qu'on a été amené à préconiser de s'appuyer sur eh bien, les compétences parentales préexistantes et puis surtout le bon sens. C'est-à-dire il faut garder des rythmes. C'est pas parce qu'on est dans une situation exceptionnelle qu'il faut pas avoir des heures de repas, des heures de coucher, des temps d'écran. Il faut vous fier à vos compétences parentales. C'est important de savoir que vous êtes un suffisamment bon parent, hein, comme aurait pu dire Freud, pour savoir que vous devez savoir qu'il faut certaines heures de sommeil, il n'est pas bon d'être tout le temps sur un écran, vous avez le droit de regarder un petit peu ce qui s'y passe sur cet écran, quels sont les liens, voilà, sans être intrusif, mais avec quel camarade, et puis discuter après coup de comment ça se passe dans les liens avec les uns et les autres. Et puis pour la scolarité, bien là je vais choquer les enseignants, mais la priorité c'est pas dans ce temps-là forcément à la qualité des apprentissages, c'est surtout maintenir une sécurité affective pour l'enfant et l'adolescent et qu'il puisse garder une projection dans l'avenir, hein, et garder ce fil-là de l'intérêt d'apprendre des choses, mais de ne pas s'enfermer dans un carcan voilà, trop important et qui soit impossible à tenir, j'allais dire pour l'enfant et l'adolescent, mais aussi pour le parent. Je vous dis ça parce qu'il y a eu des situations qui ont été relayées par la presse et on en a eu aussi connaissance sur les départements de parents qui sont devenus maltraitants avec leur adolescent parce que ça partait surtout d'un sentiment d'incompétence parentale au départ, hein, auquel pouvait s'ajouter aussi des situations préexistantes de maltraitance psychique, mais des parents qui ont même été jusqu'à frapper des enfants, des adolescents. Il y a même eu des cas d'école qui sont allés jusqu'à la mort voilà, d'un enfant, donc ça a pu aller très très loin. Donc de la tempérance, de la bienveillance, mais surtout aussi envers eux-mêmes, du côté des parents qui se sentent encore une fois suffisamment compétents pour être en situation de répondre voilà, à leur adolescent dans la mesure de ce qu'ils pouvaient et sans devenir des professeurs avertis, agrégés, qu'ils n'étaient pas. Voilà. Donc ça c'est déjà un point important. La question de la guidance parentale. Après, je vous disais qu'on avait demandé aux adolescents de devenir un peu phobiques scolaires, donc ça a pu être un peu compliqué pour eux de ne pas pouvoir sortir. Il y avait aussi des pressions voilà, du côté des questionnements qu'ils pouvaient faire aux parents là aussi d'aller voir les uns les autres et ce qui était assez normal. Donc là aussi, il fallait essayer de leur expliquer un petit peu en permanence voilà, la question entre la différence entre ce qui est un questionnement personnel et ce qui est un questionnement à la hauteur d'un questionnement social, c'est-à-dire pas se mettre soit en danger, et si soit on est en sécurité, on sécurise aussi les autres. Et je pense aussi à cette question-là par rapport aux parents et aux grands-parents, c'est que du côté des enfants et des adolescents, on a eu beaucoup de peurs qui ont circulé autour de mais est-ce que je peux infecter mon parent, est-ce que je peux infecter un grand-parent, voilà, si j'allais le voir, ou sur ce d'autant que certains, enfin, au tout début de la crise du Covid, on a qualifié les enfants et les adolescents de bombes humaines s'agissant du Covid, avec des idées qui ont été balayées quelques semaines après, mais au tout début, on pensait, comme les autres virus, que
les enfants et les adolescents, à propos du Covid, étaient des hypertransmetteurs viraux asymptomatiques et à ce titre-là étaient encore plus dangereux que les adultes. Donc ils se sont appropriés aussi cette idée de c'est à cause de nous que les gens tombent malades, qui était fort compliqué, et on sait maintenant que c'est absolument faux, c'est même plutôt l'inverse, hein. Ce serait plutôt les adultes qui contaminent les enfants et les adolescents qui eux sont finalement attrapent assez peu la maladie et voilà, et sont finalement assez peu virulents quand ils l'ont quand même. Il y a eu aussi ce qui a été relayé par les cas décrits à l'hôpital Necker, la question du syndrome de Kawasaki, c'est-à-dire on a pu, mais ça je vous le dis parce que c'est des parents qui nous appelaient en nous disant, voilà, il n'est pas question, quand il a été question de déconfiner, des parents qui nous ont dit, il n'est pas question de remettre mon enfant à l'école parce qu'il risque une maladie très grave, mortelle, immunologique, alors que bon, même si ces cas ont été effectivement décrits, c'est la problématique des informations et de leur accès voilà, non-stop à tout le monde sur tous les médias, c'est que ces cas ont été décrits, mais ils sont rarissimes, et le syndrome de Kawasaki existe en dehors du Covid, c'est-à-dire c'est un syndrome dont on ne connaît pas grand-chose, qui est effectivement déclenché déclenché cause ou effet, je ne suis pas sûre qu'on le sache, mais par cette question du déficit immunitaire. Donc voilà, je ne sais pas s'il y en a plus par rapport à ce Covid qu'aux autres infections. En tout cas, ça reste des sujets de recherche, mais c'est des cas d'école, c'est absolument pas généralisé. Ça aussi, c'est une chose très importante, je pense, à dire sur ce Covid, mais que les enfants et les adolescents, comme les adultes, ont été surexposés à cette question des informations en boucle qui égrenait le nombre de malades, le nombre de morts, et en plus avec cet effet d'une pandémie mondiale qu'on n'avait encore une fois jamais eu, où les seules informations c'était encore une fois des décès, des nombres de morts, des informations vraiment pour le coup très traumatisantes. Et là aussi, dans les premiers conseils qu'on a pu donner, ça a été aux parents de dire éteignez les infos, ne regardez pas avec les enfants, les ados, ces informations qui sont extrêmement mortifères. Et voilà, s'il y a des questions, et ça paraît naturel, c'est à vous, dans un dialogue avec votre progéniture, vos enfants adolescents, de pouvoir répondre à leurs questions si vous pouvez le faire, mais sans véhiculer une inquiétude trop importante. Bon, je dis ça, c'est facile à dire, ça n'a pas forcément été facile à faire, parce qu'encore une fois, les adultes étaient eux-mêmes en proie à leurs propres anxiétés. C'était surtout ça qu'il fallait travailler dans leur dialogue avec leurs enfants et leurs adolescents, c'est voilà, comment discuter avec eux en restant assez serein par rapport à ce qui allait se passer. Et c'est sûr que ça n'a pas été extrêmement facile parce que les uns et les autres, là je parle comme adulte, mais comme professionnel tout autant, on a appris en faisant et en étant dans la situation. Donc bon, je dis ça pour nous psychiatres, pédopsychiatres, parce que c'est vrai qu'on a eu cet accordage à faire assez rapidement. Et les directions, on va dire, nous ont plutôt suivis après coup, mais de dire on lâche pas les patients et leurs familles, si on peut pas les recevoir en présentiel, on maintient les liens en tout cas au téléphone, par visioconférence si on peut. Et du coup, on a eu aussi un accordage différent d'une certaine façon, en rentrant dans l'intimité des familles qu'on avait au téléphone. Alors, on essayait d'avoir l'adolescent et puis d'avoir d'autres créneaux pour avoir les parents, les deux parents. On a même maintenu des thérapies familiales au téléphone, ce qu'on pensait, ce qu'on n'aurait pas pu penser avant, ce que cette crise nous a obligés à faire, ce qui me fait penser que dans toute crise, il y a quelque chose d'intéressant, c'est la créativité que ça nous oblige à avoir en regard des contraintes qui nous sont imposées. Et ça, à ce titre-là, je pense que c'est superposable à la fois à vous, professionnels, enfin les psychologues de l'éducation nationale, et aussi aux professeurs de l'éducation nationale. Si je dis ça, c'est parce que voilà, Madame Amici m'a relayé vos questions
Et dans les questions, il y a beaucoup de comment, en fait, hein. Il y a une vingtaine de questions qui est comment on fait pour recevoir un ado, un enfant anxieux, comment on fait pour instaurer des groupes de débriefing Covid, comment on fait pour qualifier cette crise. Ben, je vous dirais que je ne sais pas. C'est-à-dire que ce qui est essentiel, c'est que chacun garde ses compétences. Vous avez les vôtres comme professionnels, j'ai les miennes, les professeurs ont les leurs, et c'est pas parce qu'il y a un virus qui est là, même une pandémie mondiale, qu'on perd nos compétences. On les a, on les garde, on est compétent pour ce qu'on est, pour ce qui nous a constitués, et effectivement la situation est nouvelle, elle le devient de moins en moins au fur et à mesure des jours, c'est-à-dire qu'elle a été très nouvelle en mars, maintenant on compose avec, même si on n'a pas toutes les équations de comment ça va se résoudre, mais en tout cas il faut qu'on puisse s'appuyer sur nos compétences parce qu'elles n'ont pas disparu avec cette crise. Et donc c'est à nous d'inventer, effectivement chacun de la place où on est, avec les contraintes qui sont les nôtres, de voir comment on va répondre à la crise. Et on a des outils, il n'y a pas des outils magiques. Ce qu'on a, c'est comment finalement on peut les utiliser et puis en créer d'autres, pourquoi pas, pour répondre à cette crise, hein. Voilà, donc bon, je reviens à la question du Covid et je vous parlais des adolescents normaux, donc dire que s'il y a eu des moments de tension dans les familles, eh bien quelque part, ça me paraît tout à fait normal. Encore une fois, un ado à qui on impose un confinement, c'est compliqué pour lui de rester avec ses parents et ça peut être la source de conflit. Et si on a eu, à mon avis, c'est heureusement, ça veut dire que ça s'est bien passé. Ils ont pu réagir à une contrainte qu'ils n'avaient pas voulu et qui leur était imposée de rester avec ces vieux has-been, voilà, qui sont leurs parents, et c'était normal que ça rue dans les brancards. Là où nous on a été, on n'aurait pas dû être surpris, mais et voilà, un peu plus quand même, c'est que nos phobiques scolaires, eux, au fur et à mesure de nos appels, aussi bien eux que leurs parents, eh bien ils allaient très bien. Et je dirais même, ils allaient trop bien. C'est-à-dire que pour eux, alors ce que je disais des adolescents normaux, on leur a prescrit le symptôme de la phobie scolaire, mais aux adolescents phobiques scolaires à qui on prescrivait leurs symptômes, ils ne pouvaient pas mieux aller. C'est-à-dire qu'on leur disait de rester à la maison, on leur disait que le monde extérieur était dangereux, on leur disait qu'ils allaient rester avec leurs parents, on leur disait que les autres présentaient un danger potentiel, voire un danger de mort, que leurs parents étaient sûrs d'être en bonne santé s'ils restaient auprès d'eux, et qu'en plus les cours allaient venir à la maison. Eh bien pour eux, ça a été un moment extraordinaire, merveilleux. Ils allaient bien, voire même très bien. On a eu des guérisons spectaculaires. Quand je parle de guérison, c'est-à-dire j'ai en situation une phobique scolaire que je suis, et qui, grâce aux classes virtuelles, a pu réintégrer sa classe, parce que du coup, il n'y avait plus d'enjeux relationnels, qui pour elle était la chose la plus compliquée du monde, et que dans la classe virtuelle, eh bien, elle n'avait pu entrer en lien avec les uns et les autres de ses camarades. Donc, elle a pu reprendre les cours, et elle a pu réavoir des notes. Bon, ça a été avant qu'il y ait la consigne de plus noter les élèves, mais ça a même été renarcissisant pour elle. Ses parents, du coup, étaient très fiers d'avoir récupéré une adolescente qui redevenait scolaire. Donc la relation avec eux s'est absolument améliorée. Elle a pu se remettre à faire des projets, à imaginer. Elle était en 3e, donc alors que ça faisait 2 ans qu'elle n'arrivait absolument plus à être en scolarité, à se rendre sur le lieu de la scolarité. Donc là, elle a réussi à imaginer pouvoir intégrer un bac pro, plutôt dans le sanitaire et social, et donc se remettre en mode projet, une guérison spectaculaire. Donc ça, c'était un effet un petit peu paradoxal. On a eu un effet Covid, là aussi assez inattendu, c'est que nous avons observé une disparition des tentatives de suicide. Alors ça, on sait, encore une fois, je pense qu'il faut rester très modeste dans ce qui nous arrive et ce qui nous est arrivé, et peut-être seulement avec des recherches et du recul, on pourra comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Moi, je peux vous livrer que les observations, encore une fois, un peu brutes de décoffrage là qu'on a eues. Mais
plus de tentatives de suicide. Alors c'est comme si les adolescents, moi je dirais pas forcément qu'ils allaient mieux, mais c'est comme s'ils avaient compris que leurs parents ou les adultes autour d'eux n'étaient même plus en situation d'éponger leur souffrance psychique et qu'ils avaient intérêt à les épargner. Hein, moi j'ai un petit peu l'impression de ça, c'est-à-dire c'était plus le moment de mettre le focus sur eux, si tant est que la tentative de suicide puisse être compris comme un symptôme d'alerte voilà, par rapport aux adultes, c'était bah là ils sont même plus en capacité de nous écouter, donc on se tient à carreau. Donc on s'est dit c'est incroyable, on aurait pu penser qu'ils allaient mieux, c'est incroyable, ils vont mieux, bon. Et puis là, voilà, il y a eu des confinements, et là on s'est rendu compte que, ben non, les tentatives de suicide ont repris, finalement. Le déconfinement, c'était peut-être aussi une façon de dire finalement la menace est derrière nous, les adultes redeviennent compétents, ils peuvent aller bosser, ils peuvent redevenir des parents compétents, donc les ados peuvent reprendre leurs gestes d'alerte. Les scarifications, les tentatives de suicide ont repris. Donc voilà. Et puis on a vu arriver, ça au fur et à mesure des semaines, pour le coup, alors encore une fois, c'est pas des nouvelles symptomatologies, mais c'est des symptomatologies qui existaient à bas bruit. Mais on a vu arriver des décompensations autour des addictions à l'écran. Donc avec des parents qui contrôlaient plus rien du tout du temps d'écran, donc qui nous ont bien expliqué que durant le Covid, ils ne se sentaient pas, comme je vous le disais, en capacité d'instaurer des règles très claires de temps d'écran, et un adolescent qui avait complètement basculé dans l'addiction et qui du coup présentait des effets d'intolérance à la frustration quand le parent essayait de le débrancher, et avec des décompensations qui prenait tout le champ de la psychopathologie, c'est-à-dire pouvaient être des décompensations, ce qu'on dirait simplement névrotiques, ponctuelles, d'intolérance à la frustration, jusqu'à des décompensations franchement psychotiques, délirantes, avec, moi j'ai reçu aux urgences un adolescent qui entendait des voix qui lui disaient quand même de tuer sa mère, hein, c'est-à-dire que ça allait assez loin, elle voulait le priver de son écran, et bien il a quand même essayé de la pousser dans l'escalier pour s'en débarrasser, donc voilà, là c'était clairement une urgence thérapeutique et de séparer les combattants, c'est-à-dire de réaliser une hospitalisation pour reprendre les choses, pour pouvoir le traiter, lui donner aussi une médication qui puisse l'apaiser et qui puisse un peu critiquer les choses, et puis que la mère puisse reprendre des forces aussi, parce que voilà, c'était une situation qui l'avait extrêmement fragilisée, même si elle savait que son enfant était fragile. C'est vrai qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'il s'en prendrait à elle, hein, donc ça a été fort compliqué. Il y a eu aussi, je n'ai pas parlé de ça, mais les enjeux d'alimentation, les troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire que durant le confinement, eh bien, on assistait à une recrudescence, là aussi c'est pas que c'était une nouveauté, mais une recrudescence des troubles du comportement alimentaire, aussi bien les anorectiques que les boulimiques. Les anorectiques qui étaient déjà, les adolescents présentant des troubles anorexiques qui étaient déjà connus, eh bien, ont quasiment toutes redécompensé. D'ailleurs, ça a été les premières hospitalisations qu'il a fallu renégocier dans l'urgence, parce que le fait d'avoir les repas à la maison, voilà, sous le regard des parents, avec l'anxiété propre à chaque famille, eh bien, c'est comme si ça avait intensifié tous ces symptômes d'anorexie, de même que les symptômes boulimiques, hein. Et là aussi, c'est vrai qu'on a vu que toute la France était rivée aux recettes voilà, qu'elle pouvait gérer en famille, mais il y a aussi une façon de compenser l'anxiété qui a été d'ouvrir les placards et de pouvoir voilà, compenser par le sucre ou autre aliment les angoisses qui étaient là. Donc voilà, là aussi, peut-être un peu moins sous la forme d'hospitalisation en urgence, parce que il y a toujours peut-être ce présupposé mais qui
qui est une réalité à court terme, qu'on peut mourir plus vite d'une anorexie que d'une boulimie, mais voilà, il y a peut-être eu moins d'hospitalisation en urgence pour les troubles boulimiques, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de pathologies qui ont émergé à l'occasion de ce confinement, en tout cas aussi. Voilà, donc il y a le focus plus propre aussi. Donc là, j'ai parlé des adolescents, j'ai parlé un petit peu des parents, des effets du confinement, du déconfinement, mais j'ai peu parlé des professeurs de l'éducation nationale. C'est vrai qu'ils ont vécu à tous les titres que je viens d'évoquer, plus au niveau professionnel, les mêmes choses que voilà, je viens de décrire aussi, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être parents, voilà, avoir des enfants, être eux-mêmes en situation d'anxiété par rapport à ce qui se passait, qui n'était pas prévu de traumatisme psychique de cette crise Covid. Et en plus, on leur a demandé d'organiser, ils ont appris comme nous, dans les mêmes temps, c'est-à-dire à la télévision, que tout d'un coup, l'établissement était fermé. Et les professeurs, comme les directeurs des établissements, ont dû improviser la suite, c'est-à-dire comment maintenir un enseignement ou pas à distance, un lien avec les élèves ou pas, de quelle façon. Et là aussi, on peut dire que ça a été des ajustements au cas par cas, en fonction des personnalités, en fonction des directions d'établissement, en fonction des contenances qu'elles ont pu mettre en place. Et on a tout vu depuis des professeurs de l'éducation nationale qui ont disparu du radar, mais ça c'est-à-dire qu'on n'a pas donné tellement de signes de vie, pas plus à leur direction qu'aux ados qui suivaient. Bon, mais ça c'est un peu des cas d'école, jusqu'à des professeurs de l'éducation nationale qui se sont sentis tellement investis qu'ils pouvaient appeler les élèves tous les jours chez eux, leur donner des devoirs le week-end, et même la question des vacances scolaires a pu disparaître, c'est-à-dire que des professeurs super investis qui donnaient des devoirs et qui faisaient cours pendant les vacances scolaires, comme si cette absence de repères ou de réflexion préalable avait fait sauter, voilà, encore une fois, tous les repères, et ils pouvaient devenir là aussi quasiment maltraitants dans leur... Enfin, ça pouvait apparaître, être un ressenti. Alors je dis par les enfants et les adolescents, mais aussi par les familles, comme persécutant, d'avoir des cours pendant les vacances scolaires et des devoirs à rendre. Et moi j'ai vu, alors encore une fois, je vois plus facilement la pathologie que les ados normaux, mais des mères nous appelaient parce que elles dormaient plus non plus. C'est-à-dire que pour être capable de répondre aux devoirs qui étaient demandés en histoire géo, en philo, en français, les parents dormaient plus non plus la nuit pour arriver à aider leurs ados, puisqu'ils étaient à la maison, ils se sentaient obligés de soutenir sur un plan pédagogique leurs ados, et donc ils faisaient tous les devoirs jusqu'à pas d'heure, ils étaient tous insomniaques, stressés, et pour répondre à une exigence entre guillemets folle d'un enseignement à qui on n'avait pas demandé ce qu'il imposait à ses élèves. Donc c'est pour vous dire qu'il y a, il y a un spectre qui est énorme dans les ajustements au pas qui ont été faits par rapport aux élèves. Il y a cette question du déconfinement avec ce qui a été aussi... en préalable, disons, quelle est la position des pédopsychiatres par rapport au confinement? Nous, on a trouvé que c'était une catastrophe sur le plan relationnel, humain, par rapport à nos adolescents et aux enfants dont on a la charge. C'est-à-dire que dans la scolarité, il y a évidemment ce qu'il en est des enjeux pédagogiques, des enjeux d'apprentissage, mais nous, je suis désolée d'avoir à le dire, mais ce n'est pas vous que ça étonnera, mais pour nous, ce qui est le plus important, c'est quand même les enjeux relationnels. Et c'est tout ce qui fait la construction d'une personnalité, d'un enfant, d'un adolescent, et il y a quand même des créneaux d'âge qui sont importants à ne pas louper par rapport au développement psychique, qui naît de la rencontre avec l'autre, et l'autre qui n'est pas son environnement familier. Voilà, au-delà de ses frères et sœurs, de ses parents, c'est comment on peut se confronter à la relation au père PIRS, aux autres adultes avec leurs exigences propres que sont les professeurs, et puis voilà, de quelle façon on peut investir ces liens-là, mais aussi de quelle façon ils vous construisent. Et bien, quand on est privé de ces liens en présentiel,
ça devient aussi expérimental. On ne sait pas ce que va donner le développement, et c'est là où je dis qu'il y a des recherches à mener pour voir, et qu'on ne saura qu'après coup quel a été l'impact de ce confinement. C'est qu'aujourd'hui on n'en sait rien, et ça sera à mesurer avec le temps, au fur et à mesure du temps. On peut l'imaginer à ce qu'on a vu des effets du déconfinement, c'est-à-dire qu'il y a eu certains parents qui du coup, quelque part, se sont appropriés les symptômes anxieux, mais étaient quasiment plus anxieux que leurs enfants et leurs adolescents. C'est comme si le système rentrait en résonance, et qu'à l'anxiété des enfants, ils ne pouvaient répondre que leur anxiété propre, et ne plus pouvoir même laisser leurs enfants, leurs ados, sortir de la maison. Et donc c'est ces situations-là où je pense que vous, les professionnels de l'éducation nationale, bien, on compte énormément sur vous aussi, à la fois pour les repérer, les signaler, les orienter, voir avec les autres disciplines associées des établissements comment vous pouvez faire avec les assistantes sociales, avec les infirmiers scolaires, les médecins de l'éducation nationale, les professeurs, comment on peut être alerté par, moi je dirais, les symptômes négatifs, c'est-à-dire un enfant, un adolescent qui disparaît des radars, des parents qui ne donnent plus de nouvelles, qui préfèrent qu'on les oublie, qui ne souhaitent plus que leur enfant soit scolarisé. Donc c'est vrai que c'est une des questions que j'ai lues dans les questions qui m'étaient demandées, qu'est-ce qu'on fait de ces adolescents qui demandent des cours au CNED, ou de ces enfants. Moi je suis hyper hostile. Pas parce que je trouve que le CNED c'est mal, mais parce que je trouve que c'est hyper important de voir en présentiel comment vont les gens, comment vont ces enfants, ces ados, faire un débriefing. Alors comment le faire? C'est vrai que ça appartient à chacun. Est-ce que je vois là au fur et à mesure que je revois les enfants et les adolescents, c'est vrai que dans certains établissements, c'est des débriefings individuels qui sont proposés, dans d'autres c'est par groupe de deux ados, deux professionnels. Dans d'autres établissements, c'est par groupe. Mais ce qui est important surtout, c'est, je pense que ça ne peut pas être un protocole. Il faut arriver à ce que ça soit un espace où chacun puisse être entendu de sa place, et pour voir comment il a vécu cette période-là individuellement. Et que ça, je pense que vous êtes les professionnels les mieux à même de comprendre, enfin de relayer, de comprendre, mais évidemment de relayer ce message-là, que c'est important de voir ce qu'il en est un petit peu au cas par cas, pour mesurer les situations où il va falloir, où réellement il y a des situations de danger. Mais quand je dis de danger, je pense en termes relationnels, de développement psychique, puisque c'est le cœur de mon métier, et quand il va falloir, qu'est-ce qu'on peut faire en intra dans les établissements, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire surtout auprès de ceux qu'on ne voit pas. Moi, c'est toujours ceux qui m'inquiètent le plus, c'est-à-dire est-ce que ça va passer par quelle communication on peut avoir avec les parents, est-ce qu'on peut les faire venir, à défaut de faire venir les enfants et les adolescents, mesurer quelles sont leurs peurs, quelle légitimité il y a dans ces peurs-là ou pas. Il y a le niveau d'au-dessus. Est-ce qu'il faut signaler, faire une information préoccupante à des familles qui disparaîtraient complètement, parce que je pense qu'il y a des situations quand même très préoccupantes. Nous, dans notre file active, on ne l'a pas fait 10 millions de fois, mais on a été amené à signaler 2 fois des situations où on a abouti vraiment à de la maltraitance intrafamiliale. Alors on avait des indices déjà de difficultés familiales, mais c'est vrai que c'est quand on a eu, je donne l'exemple de cette ado qu'on a eu au téléphone, quand elle nous a dit, parce qu'on l'avait au téléphone, qu'elle était le témoin de violences physiques entre ses 2 parents, qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas garder ça pour nous, et que voilà, on était amené à signaler. On a revu les parents après coup, parce qu'on leur a évidemment dit qu'on faisait, c'est une obligation de dire qu'on fait un signalement. Ça nous a permis de les revoir, parce que sous l'enjeu de ce signalement, ils ont pu revenir, et ça nous a permis de retravailler les choses avec eux. Aujourd'hui, je suis un peu trop rapide, mais c'est vrai qu'ils sont très reconnaissants de notre intervention, parce qu'ils se faisaient tous du mal en fait, et qu'ils avaient bien ce sentiment-là à la fois en se bagarrant entre eux, et puis avec leur enfant qui était au milieu de ces disputes-là, que ça lui faisait du mal aussi. Et c'est ça surtout qui les a convaincus d'accepter une aide éducative, et en tout cas pour le père, en l'occurrence de cette famille-là, d'admettre qu'il avait lui-même une pathologie psychiatrique, et qui devait être partie prenante de son hospitalisation pour que sa femme et sa fille aillent mieux. Bon, c'est une petite anecdote, cette vignette clinique, mais c'est pour dire, c'est vraiment important
voilà, au cas par cas, d'être vigilant sur les familles, et encore plus sur celles qui nous disent qu'il n'y a pas de problème circuler, qu'on ne voit plus et qui veulent juste des cours à domicile, parce que je pense qu'on a quand même nos compétences, notre expertise pour dire que ça ne va pas. Il ne faut jamais hésiter à envoyer vers un spécialiste si besoin. C'est-à-dire, moi je ne suis pas de celles qui pensent qu'il faut à tout prix lutter contre la psychiatrie et la grande dépsychiatrisation des enfants et des ados. Je pense qu'on n'en est plus là aujourd'hui. On a au contraire de grosses difficultés à mailler tout le territoire en termes de pédopsie. Hein. Vous le savez, il y a une démographie qui baisse. Donc à aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une grande chance de rencontrer un pédopsychiatre. S'il n'y a pas besoin d'un suivi, il n'y a pas de crainte à avoir. Hein. Le pédopsie sera tout à fait à même de dire qu'il n'y a pas besoin. Il ne cherche pas le client, en tout cas, c'est vraiment pas ça l'essence même de notre profession, mais il sera à même voilà, de repérer s'il y a vraiment une psychopathologie avérée, grave, les soins qu'il faut mettre en place. Donc voilà, c'est important de pouvoir recevoir ces enfants, ces ados qui vont mal, mais si je pense qu'il n'y a aucun intérêt à dépsychiatriser les situations, en revanche, une fois de plus, je compte beaucoup sur vous. C'est-à-dire que je pense que c'est très important qu'il y ait quand même un filtre, parce que c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir recevoir tout le monde, et qu'en revanche, vous avez votre expertise et vos compétences, et qui sont vraiment propres pour repérer, flairer de la psychopathologie et se dire là, c'est important de passer la main, ou en tout cas, on a besoin d'un avis expertal, quel qu'il soit, et c'est en ce sens-là où je pense que voilà, vous êtes très important, vous êtes vraiment une cheville ouvrière de ce dispositif d'accès aux soins qui est essentiel. Voilà, en collaboration encore une fois avec les autres, parce que parfois c'est pas vous qui avez vu l'ado et la famille, mais ça va être l'infirmière scolaire qui vous dit attention, là je suis inquiet, voire même un prof, hein, parce que des fois les ados ou les familles disent des choses extrêmement personnelles aux professeurs, et c'est eux qu'il faut pouvoir écouter, relayer leurs paroles, parce que souvent ils en savent plus que tous les autres professionnels. Donc voilà, ça me paraît quelque chose de très important. Bon, comment tout ça va évoluer, je crois qu'il n'y a personne qui peut le dire. Simplement, on s'installe dans une situation qui va se chroniciser un petit peu, hein, c'est-à-dire que c'est à nous de voir comment on compte organiser les choses dans les mois qui viennent. En tout cas, on sait tous qu'on en a, enfin ce que disent les épidémiologues, c'est au moins pour les 18 mois qui viennent, hein, avant qu'on puisse avoir une vision un peu plus apaisée de ce que peut être cette pandémie, qui encore une fois est mondiale. C'est-à-dire quand bien même on maîtriserait les choses sur un plan sanitaire en France, on sait très bien que ça peut redémarrer dans un autre pays, et que c'est comme le nuage de Tchernobyl, le virus ne s'arrêtera pas aux frontières de la France, donc on est obligé de composer avec ce qui se passe dans les autres pays aussi. Donc là aussi, je pense qu'il faut faire confiance à la responsabilisation de chacun et puis la créativité de chacun dans les aménagements. Encore une fois qu'on sait de quel virus il s'agit et à quoi on est confronté, de voir comment on s'organise dans le plus long terme. Il y avait plein de questions qui tournaient aussi autour de l'informatisation. Bon, c'est vrai qu'il en est de l'enseignement comme de la médecine, hein, puisque nous, on a toute une vague qui nous pousse au télétravail, aux visioconférences. Voilà, je pense que c'est pareil du côté de l'enseignement aussi. Moi, je dirais que j'en pense rien. Les outils techniques, ça reste des outils techniques. C'est tant mieux si la crise permet que chacun soit mieux équipé, qu'il y ait plus d'ordinateurs, qu'on ait plus de formation sur ces outils. Mais ça remplacera quand même jamais l'humain. C'est-à-dire qu'il faut toujours... Il y a un saut technologique qui peut être très intéressant, mais il ne faut pas perdre de vue que nous, notre spécificité, ça sera toujours de ne pas oublier l'humain, de voir... voilà un petit peu ce qu'il en est de la santé mentale, du bien-être psychique, et que ça reste notre compétence, et qu'il faut que, quels que soient les outils, on soit toujours vigilant à cette dimension-là. Donc c'est vrai que
encore une fois, il peut y avoir des relations virtuelles quand elles sont réelles dans la réalité. Des ados qui vont bien, qui rencontrent d'autres ados, peuvent se connecter un certain temps sur leurs écrans et communiquer par les réseaux sociaux. Ce qui est inquiétant, c'est quand ils ne font plus que ça et qu'ils n'ont plus que des amis virtuels. Donc c'est à ça qu'il faut être attentif. C'est pas être dans le mirage technologique. Voilà, être vigilant à ce qui fait le cœur de notre métier, qui jusqu'à aujourd'hui reste la relation. Donc voilà, ça c'est important. Il y a la question des décrocheurs scolaires. Donc là, je crois aussi que finalement, je ne suis pas la pitié, je ne peux pas dire combien il y en aura, mais il y en aura parce que tout ça a fragilisé quand même, encore une fois, ceux qui étaient peut-être déjà en termes de décrochage à risque. Et ça a fragilisé toutes ces situations-là, donc il faut qu'on soit très vigilant. Là aussi, quel est le remède à ça? C'est ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire être vigilant, alerter les parents, les orienter si besoin, ne pas lâcher l'affaire. Donc le décrochage, c'est un symptôme. Est-ce que c'est un symptôme d'une certaine psychopathologie qui est en train d'arriver? Il faut être vigilant de repérer ça. Bon, il semblerait qu'effectivement, on ait une accélération quand même des décrocheurs. Je crois que c'est la Seine-Saint-Denis qui a été le premier département à nous faire un reporting et je crois quand même ça se compte par milliers. Donc je pense quand même que voilà, dans tous les autres départements, et là encore c'est bien d'être vigilant à ça, de pouvoir franchement il faut raison garder et avoir un peu des chiffres. Nous aussi on peut faire de l'épidémio, il n'y a pas qu'en infectiologie, en virologie, donc on fasse remonter des chiffres, ça peut être un travail de recherche très intéressant et pour tous les acteurs voilà, concernés. Donc je pense que ça c'est aussi important qu'on ait ça en tête. Voilà. Bon, je pense qu'il faut soutenir aussi que vous avez ce rôle-là aussi, les équipes. Ça, c'est la fonction de psy qui veut ça, c'est-à-dire il y a une dimension institutionnelle. Alors, j'ai pas lu votre fiche de poste, mais je pense qu'elle existe. Où, c'est vrai qu'on va vous demander sûrement de sécuriser effectivement aussi les adultes qui sont là, même si c'est pas forcément écrit dans le job. Si c'est écrit, bon tant mieux. Donc aussi bien les directions d'établissement que les profs, que les collègues des équipes de soins, parce que chacun, encore une fois, je pense, a été secoué dans cette crise, mais vraiment au point de vue intime, familial, amical et professionnel. Donc je pense que c'est important d'écouter les gens et de voir aussi, l'écoute c'est pas rien, c'est déjà écouter les émotions, les ressentis et qu'il y ait un espace où on soit à même de supporter ça de la part des gens, parce que tout ce qui a été vécu effectivement et encore une fois a quand même valeur de traumatisme psychique, voilà, c'est important. J'ai pas beaucoup parlé des deuils. Et je le regrette en fait un peu, donc je suis désolée de terminer par ça, parce que j'aurais dû commencer par ça. Le virus, et c'est vrai que les infos, nous a confrontés à l'angoisse de mort. Alors il y a une angoisse de mort fantasmatique, qui est, oui, on peut tous mourir un jour, ça on le sait, mais enfin on peut aussi mourir d'un virus demain. Il y a eu des réalités de mort, donc des familles qui ont été éprouvées par la perte alors d'un grand-parent ou d'un parent. Et c'est vrai que ça, pour les enfants et les adolescents, je pense que c'est très important que nous, on ait aussi connaissance de ça, et vous, comme professionnels, là aussi, parce que c'est important quand même, c'est des personnes qui ont été souvent des personnes références pour les enfants et les adolescents, donc même quand il s'agissait d'un grand-parent, avec des deuils qui n'ont pas forcément pu être faits, ne serait-ce que sous la forme de rituels, puisque c'était plus possible d'aller aux enterrements, ou alors les très proches, plus de visites auprès des personnes âgées. Donc il y a eu tout un accompagnement qui a été squeezé, des rituels qui font société, qui ont disparu. Donc c'est très important que nous on soit à même de, quand je dis nous, c'est nous les psys, je vous inclus, mais à même de reprendre ça, quel que soit notre niveau d'intervention. Donc voilà. Alors à la fois des angoisses de mort et des morts réelles qui ont circulé. Voilà, c'est un fait, mais je voulais aussi contrebalancer ça parce qu'il serait peut-être en guise de conclusion quelque chose que moi j'ai trouvé formidable, qui est inédit dans notre société démocratique, libérale, actuelle, était que pour une fois,
la valeur des vies, et c'était un niveau mondial, avait plus d'importance que les enjeux économiques. Et ça, si ça pouvait être la seule leçon à retenir de ce Covid, de ce qu'on a éprouvé, je trouve que c'est fantastique et qu'on peut compter sur nos enfants et nos adolescents, c'est-à-dire y compris dans ce qui nous arrive en ce moment de catastrophe écologique, de réfléchir les choses à l'aune de ce qu'ils ont traversé comme nous l'avons tous traversé, sous la forme de qu'est-ce qui est le plus important, hein, et c'est pas seulement dans quelle planète on veut vivre, mais c'est voilà, qu'est-ce qui est important, est-ce que c'est la vie, est-ce que c'est l'économie, est-ce qu'on peut opposer l'un à l'autre, et je dirais le troisième, parce que je crois que les trois, l'écologie, la vie et l'économie sont intimement liés, et dans quel ordre et comment ça doit s'ajuster. Et ça, je crois que voilà, ça peut être l'objet d'ateliers qui peuvent durer toute l'année, mais si tant est qu'on puisse, encore une fois, y trouver des réponses gravées dans le marbre, je crois que c'est à chacun de se faire ses réponses, mais en tout cas, c'est diablement intéressant. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon travail et j'espère, comme toute bonne psy, que je n'ai pas répondu à vos questions, mais que je vous permets d'en avoir encore plus, parce que c'est ça qui est intéressant, hein, c'est de se poser des questions, c'est vraiment le cœur de notre métier, et pourvu qu'on en soit les garants. Voilà, merci à vous. Je vous remercie infiniment. Vous nous avez permis effectivement de reprendre un panorama très 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 complet et de finir sur une conclusion qui ouvre au développement en fait, hein, qui ouvre à des perspectives qui permettent de voir autrement, l'avenir. Donc encore merci au nom de la PsyEN. Chers collègues, je vous invite à poursuivre. Nous allons pouvoir échanger en direct à la suite de ce webinaire et puis ensuite entamer des travaux localement, soit au sein de vos équipes, soit entre collègues, soit au sein de regroupements académiques ou régionaux ou départementaux. Dans tous les cas, à très bientôt. Au revoir.